Hello, salut la team! Comment ça va cette semaine? Je suis ravi de vous retrouver pour le quatrième épisode de la ligne bleue. Merci à tous vos retours, merci pour le soutien dont vous faites preuve à mon égard. C'est super sympa et c'est très agréable de se sentir accompagné, surtout par les potes, dans ces nouveaux projets. Cette semaine, on va essayer de voir ensemble l'état général de la ligue. Et puis, on va surtout essayer de voir qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison. Il y a maintenant toutes les équipes qui sont qualifiées en série. Donc, on a les 16 qualifiés. Alors j'ai vu que après notre discussion, salut les gars, merci de passer me voir. C'est vrai qu'après notre discussion de la semaine dernière, pardon, on a vu beaucoup de spécialistes se prononcer sur les schémas des playoffs, etc. Et c'est vrai que on a des équipes qui seraient pas qualifiées à l'Est, qui sont qualifiées à l'Ouest, et vice-versa. Ça fait notamment mal pour des équipes comme Détroit, comme les Highlanders, comme Washington, dont on va parler un peu après. Voilà, c'est un système actuellement qui est en place depuis 13 ans. Est-ce qu'il faut le changer? Est-ce qu'il faut le modifier? Il faudra voir ce que va décider la Ligue, mais c'est vrai que ça parle beaucoup par rapport à tout ça, donc on va voir ce que ça donne. Tout de suite, je vous propose de commencer avec la météo de la semaine. On the ice with Iginla. Iginla scraping forward. Sidney Crosby, the golden goal, and Canada has won. La météo de la semaine, on va tout de suite regarder ça ensemble, hein. Je pense que c'est important de faire l'état des forces en présence. Alors, on parle beaucoup de Vegas, mais il faut dire que Vegas nous a vraiment surpris hein, depuis l'arrivée de Tortorella. Vous savez, je vous l'aviez dit que j'étais pas le plus grand fan de Tortorella. Mais on va voir ça ensemble, hein. Ils sont bien revenus. Ils sont bien revenus, regardez, ils sont premiers. Ils sont premiers de la Pacifique. Alors ça va se jouer à pas grand-chose si Edmonton gagne son dernier match et eux le perdent. Ça se fera la victoire en temps réglementaire. Je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais la différence en cas d'égalité de points se fait pas au tiebreaker. C'est pas les matchs entre les équipes, mais ça se fait vraiment au nombre de victoires en temps réglementaire. Et donc là, on voit qu'Edmonton a un avantage. Donc il ne faudrait pas pour Vegas lâcher le dernier match parce qu'ils perdraient l'avantage du terrain. Ou en tout cas, ils perdraient le fait de pouvoir choisir leur adversaire. Enfin, choisir, c'est un bien grand mot. Ils joueraient en fait Utah ou Los Angeles. En fait, ouais, tout est possible encore. C'est un peu. On va essayer de faire une petite émission bracket avec Juju ce week-end. On va vous proposer nos brackets et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que tout va bouger encore sur les deux derniers matchs. On connaît les 16 qualifiés, ils sont là. Donc on a les 8 pour l'Ouest et les 8 pour l'Est. Mais on ne connaît pas encore qui va jouer qui. Je crois que la seule confrontation qu'on connaît, c'est Montréal-Tampa, mais on ne sait pas qui va recevoir en premier. Ça dépendra du dernier match de la saison. J'ai vu d'ailleurs que c'est ce soir pour Montréal et Montréal a fait tourner, donc bon, de fortes chances que ça soit Tampa qui reçoive les deux premières rencontres. Donc pour en revenir à Vegas, un changement de coach, et puis on voit que derrière, on est sur une très bonne série. 6-1-3, ça leur a permis de passer devant tout le monde et de se qualifier assez facilement, entre guillemets. Il n'y a pas eu tant de stress que ça. Donc finalement, le changement de coach qui était un petit peu bizarre sur le coup, au final, il paye, hein. On va lui laisser ça à Tortorella. Je pense que ça aura plus de mal sur la longueur parce qu'il demande beaucoup à ses joueurs et il est un peu trop incisif. Enfin, c'est un management des années 2000 et ça peut pas fonctionner en 2026, mais faut reconnaître que là, ça fonctionne. On va rester dans la Pacifique avec les Kings. Les Kings qui ont réussi à se qualifier. Ça fait plaisir. On a vu les dernières images de Hanse Kopitar à domicile. On sait que c'est sa dernière saison, donc il aura le droit à une dernière danse en playoff. On rappelle quand même le palmarès de Kopitar, c'est deux coupes Stanley. Alors il est capitaine de l'équipe depuis le départ de Dustin Brown, mais c'est surtout un joueur qui a été exceptionnel dans les deux sens de la patinoire. Et vraiment, c'est un joueur qui est très sous-coté par rapport à son apport dans la durée avec la Ligue. Vraiment, c'est impressionnant et on peut que le féliciter, entre guillemets, de cette excellente carrière au Slovène. C'est rare hein, de voir un Slovène par rapport à tout ça.
Oui, il y a un upgrade de son, effectivement. Il y a un nouveau micro. On remercie les copains d'ailleurs par rapport à tout ça. Euh, Une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Kyo RPZ, on est d'accord. Voilà pour les Kings. On va parler un peu des Caps. Alors les Caps qui ont fini la saison très fort, malheureusement, bah, on va le voir ensemble, c'est un petit peu court. Voilà, ils vont échouer à 3 ou 2 points, on verra en fonction des derniers matchs de la qualif. Euh, c'est un peu dommage pour Ovi, on ne sait pas trop s'il va revenir ou pas, Ovechkin. On a vu qu'il a un peu célébré avec Crosby et Malkin notamment. À voir ce que ça va donner. Il laisse le suspense, je ne sais pas s'il peut repartir ou pas. Moi j'ai l'impression qu'il a envie de revenir, mais avec une équipe compétitive, donc ça va dépendre aussi de l'intersaison de Washington. Ça serait beau une dernière danse, imaginons un dernier affrontement en série avec Pittsburgh, ça serait vraiment sympa. Et voilà, Crosby, je crois qu'il a encore un an de contrat, donc il pourrait repartir les deux en même temps. Il l'a dit dans une interview, c'est nous qui avons sauvé la NHL. C'est vrai que quand ils arrivent, il y a une petite période creuse en NHL et c'est quand même une partie de notre enfance avec Crosby et Ovechkin qui va partir à la retraite. Donc voilà. Un peu court sur la fin. Clairement, on sent que bah, ils étaient pas loin, mais bon, ça a pêché sur la fin. Euh, les Highlanders, ben, c'est le contre-exemple de Vegas. On a changé de coach. Bah, c'est inutile, ça ne servait à rien. Ils se sont fait passer devant par Ottawa notamment et les Flyers sur la fin de saison. Bah, c'est un peu. C'est une équipe prometteur. Je pense qu'il faut construire autour de Scheffler, Matthew. Schaeffer, pardon. Pourquoi je veux lui mettre un L à chaque fois? Et c'est une équipe qui a de l'avenir. Barzal n'est pas vieux. Heinemann est jeune. Il y a de quoi faire. Mais il va falloir à Peter Dubber, le nouveau coach de New York, bah, avoir le temps de choisir ses joueurs, de voir à l'intersaison ce qu'ils peuvent faire à la free agency. Un peu déçu pour New York, on va dire que c'est une fanbase et une équipe historique qu'on aime bien, donc un peu dommage, mais la concurrence à l'Est est ce qu'elle est. Et c'est vrai que ben, New York aurait été qualifié à l'Ouest, hein, on le voit, ils ont 91 points, Los Angeles en a 89 et est le dernier qualifié à l'Ouest actuellement, donc ils auraient été qualifiés à l'Est, mais à l'Ouest, pardon. Mais là, voilà, ça a été trop court. Et puis, bah, voilà, on va parler un peu des Wings, quoi, c'est un peu mon équipe, mais ça fait 3 années de suite qu'ils sont en série sur 70% de la saison et ça fait 3 saisons de suite qu'ils lâchent sur la fin. Euh, je sais pas ce qui manque. Je pense que l'adversité est telle que c'est un peu dommage. Ils ont des super joueurs. Larkin, c'est un super joueur. Mason Raymond, c'est un super joueur. Enfin, vraiment, enfin, c'est le top niveau hein, quand on reprend les statistiques sur les dernières saisons. DeBrincat, c'est peut-être le meilleur buteur américain après Caulfield. Euh, Ça manque peut-être d'un gardien, un peu de support à l'arrière pour accompagner Moritz Seider, le défenseur allemand. Ça fait mal de voir Détroit dans l'impasse et surtout quand on sait que Buffalo maintenant est allé en série, c'est l'équipe qui a raté depuis le plus longtemps les séries. C'est dur, hein, c'est la franchise américaine qui a le plus de succès dans la NHL, donc ça fait mal. Est-ce qu'il faut pas tout exploser? Je sais pas quel est le plan d'Iserman pour l'année prochaine, mais bon, ça commence à faire beaucoup, on va dire, à la longue, et je pense que la fanbase de Détroit en a un peu marre, quoi. Voilà en tout cas pour la météo de la semaine, et puis on va maintenant passer du coup aux news de la semaine. Oh, voilà Suzuki. Caulfield s'avance. Le tir! Ma parole, c'est fait! De Maurice à Boum Boum, à Guy, à Steve, à Pierre, à Stéphane, à Cole, le flambeau est passé! 50 buts! Oui, on en profite, on met un petit peu de Cole Caulfield, hein, c'était le moment un peu émotion, on l'a senti dans la voix du commentateur de RDS. Euh, Pierre Wood, c'est vraiment quelque chose qui a marqué et qui va marquer, je pense, le futur. Ce petit commentaire de la part de Pierre Wood qui va rester dans l'histoire, à mon sens, de Montréal.
Les news de la semaine, ben voilà, on en fait un peu le tour, hein. Là, il n'y a plus qu'une lutte maintenant pour ben, qui va avoir une place avec l'avantage de terrain. On va faire un petit peu le tour de ce qu'on sait déjà. Je pense que à l'Est, c'est vraiment compliqué de vous donner les previews des matchs. Le seul qu'on connaît, c'est Pittsburgh contre Philadelphie. Ça va être une super série. Pittsburgh aura, quoi qu'il arrive, l'avantage du terrain. Ça va être une super série. C'est une grosse rivalité. C'est peut-être la plus grosse rivalité hors Canada, on va dire. C'est vraiment une rivalité qui a marqué l'histoire de la NHL et je sais que les deux équipes ont hâte de s'opposer. Euh, les Flyers, on en parlera un petit peu plus tard avec le joueur de la semaine, mais c'est vraiment une opposition de style avec une équipe d'expérience contre une équipe très très jeune. J'ai aucune idée. C'est peut-être la série qui me pose le plus de problèmes parce que je les vois aller dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que Philadelphie arrive avec un meilleur momentum. Ils sont l'équipe la plus en forme quasiment avec Montréal sur cette fin de saison. Donc à voir. Après, on sait que Tampa et Montréal vont jouer l'un contre l'autre. Pour la 5e fois, j'ai vu que la dernière fois c'était en finale de Coupe Stanley. Pas un bon souvenir pour Montréal en 2021. Et puis à l'ouest, je crois qu'on connaît pas encore les match-ups puisque tout peut bouger encore. Sauf Dallas-Minnesota. Ouais, Dallas-Minnesota, ça bougera pas. On fera le point, comme dit ce week-end, lors de nos brackets. On expliquera un peu voilà, nos idées. Moi, j'ai une petite idée, j'ai un petit hot take que je partagerai, que j'ai déjà partagé un petit peu avec Juju, mais que je partagerai ce week-end. Mais voilà, on saura peut-être ce soir quasiment tous les match-ups, c'est les derniers matchs pour une partie des équipes. Mais ça sera le fun, hein. C'est des playoffs qui sont excitants et on a hâte de voir ça. Par contre, quelque chose dont on n'a pas hâte, et c'est quelque chose qui fait mal à Montréal, c'est Dobson qui est out à minimum pour 2 semaines. Alors en plus, c'est même pas out 2 semaines et il revient, c'est réévalué dans 2 semaines. Vous savez comment ça fonctionne un peu en NHL avec les blessures, on n'en parle pas trop, surtout en période de... Pour 2 subs, tu spoil. Ouais, ouais, ouais. Allez, hein, on est fou, hein. Non, mais clairement, je, je- je pense que c'est une grosse perte. Noah Dobson, c'est vraiment pour moi le leader encore à la défensive pour Montréal. Quand je dis leader, c'est sûr que c'est pas lui qui va jouer le premier power play, c'est sûr que c'est pas lui qui va jouer euh, le plus de minutes, et encore, je crois que c'est lui. Mais le problème, c'est que c'est lui qui fait tout bien. Il a quand même marqué 47 points cette saison. On va aller voir sa fiche ensemble, mais il a marqué 47 points cette saison. Euh, il est à plus 5, il joue en power play, il joue en infériorité. Vraiment, c'est l'homme à tout faire, et puis surtout, il est droitier. On sait qu'il y a beaucoup de gauchers à Montréal. Du coup, à droite, c'est un peu dépeuplé. Je sais que pour le dernier match, ils vont faire jouer Reinbacher, Strubel et. Je crois que c'est. Je sais plus qui est le dernier qui joue. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une grosse perte et je pense que ça va peser dans le début de la série contre Tampa. Surtout, il a une expérience, il a un calme quand il joue avec le Palais. Ça sera les premières vraies séries entre guillemets de Montréal en tant que, alors favori, je sais pas, mais en tant que contender vraiment sérieux. J'aurais préféré qu'il soit là, mais maintenant voilà, il a joué 80 matchs, il se blesse au 80e match de la saison. C'est dommage. Montréal a quasiment pas eu de blessure cette année, donc je pense qu'on peut difficilement se plaindre. Mais clairement, bon, c'est un peu dommageable pour Montréal. La Pavel Data de la semaine, ça nous a fait un peu bizarre, hein, on va pas se mentir, quand on a préparé un peu tout ça ensemble. C'était le 100e match entre Crosby et Ovechkin. Alors, les Caps ont battu 3-0 Pittsburgh dans ce match dimanche soir, qui était, je crois, en direct sur beIN d'ailleurs. Il y a un match par semaine, un peu plus, un ou deux matchs par semaine, mais celui-là était en direct à 20h, 19h30 sur beIN. Et ça a fait bizarre. Bon, voilà, ils ont fait un petit. C'était un petit peu fun, ils ont fait l'ango volontairement. Strom a perdu, enfin, s'est fait dégager par l'arbitre de ligne pour qu'ils fassent l'ango l'un contre l'autre. Euh, Clairement, c'est une page de la NHL qui se tourne. C'est une page peut-être aussi importante que celle qu'on a pu avoir lors du départ de Lemieux à la retraite.
C'est les visages de la NHL des années 2000-2015, 2005-2015. Alors, c'est toujours les visages de la NHL, mais voilà, il y a Connor McDavid qui est arrivé, etc. McKinnon. Eux, c'était vraiment la période où, d'ailleurs, je crois qu'ils se sont rencontrés à chaque fois qu'il y a eu un titre pour l'une ou l'autre des équipes, ils se sont rencontrés en série. C'est dire quand même le niveau des mecs sur 20 ans de carrière. On sait qu'Ovi, c'est le meilleur marqueur de l'histoire en termes de buts. Crosby, je crois qu'il est septième en termes de points et potentiellement il va monter top 5. Euh, Honnêtement, c'est vraiment exceptionnel d'avoir eu la chance de pouvoir regarder ces deux gaillards se jouer sur une vingtaine de saisons. J'espère qu'on pourra en profiter encore un an. Alors, Ovi, on a vu que ça défend plus trop, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça prend, je crois qu'il a pris un engagement. Enfin, il a commencé une seule présence dans l'année en zone défensive. Arrêtons-nous 2 secondes sur l'information quand même. Une seule présence en 82 matchs. Bon, j'avoue que je suis un peu sur le cul pour être honnête. Mais franchement trop cool. Attends, mais on a un abonné? Oh, il a lâché un Prime? C'est ça que ça veut dire? Je sais pas ce que c'est que ce truc Prime, King Panda. Ah, c'est possible, un certain nombre de lives. Ok. Bah écoute, on va faire un certain nombre de lives pour pouvoir avoir des subs. Faut que je vire quel bot du coup? Je sais pas comment faire les gars. Je suis désolé hein. Est-ce que je peux nommer des gens modo? Comment je fais? Tony Truant? Je sais pas comment faire les gars. Vraiment Donnez à Tony Truant les droits de modérateur. Voilà. King Panda, je te nomme modérateur aussi. Je sais pas comment ça fonctionne. Vraiment hein, les gars, je... Bon, je vous ai nommé tous les trois modérateurs, je sais pas ce qu'il faut faire, etc. Euh, Bref. Rétention, on pense rétention. Euh, Donc ouais, c'était l'image un peu fun de cette fin de saison. On sait pas la décision d'Ovi, il a laissé planer le doute. Je pense sincèrement qu'il a envie de revenir, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc je peux pas trop vous dire ce que ça va donner, mais moi je pense qu'il veut revenir. Le joueur de la semaine. Alors le joueur de la semaine, c'est un peu je dirais pas mon joueur fétiche, mais voilà, il a un petit quelque chose. Je pense qu'il est pas très connu. C'est Porter Marton. Regardez-le, ce beau bébé de 19 ans. Alors, je sais pas ce que ça fait en termes de poids et de taille, mais il a un sacré physique. Il a fait sa saison de mémoire en NCAA, là, il a fini. Il a direct signé son contrat pro avec Philly. Et surtout, je trouve que depuis son arrivée, il a changé la dynamique. Il marque un but en prolongation qui lance vraiment Philly sur les derniers matchs. Et on voit qu'il est à 8 points en 8 matchs pour un début de carrière, c'est plutôt honnête. On va pas se mentir. Alors, il est directement sur une belle ligne, hein. Il joue 17 minutes de temps de jeu pour un attaquant, c'est quand même pas mal. Mais il a tout pour plaire, ce gamin. Il a peur de rien, il se met dans la zone un peu compliquée, il se bat. Il a un bon physique. Je pense que sincèrement, c'est ultra fun Philadelphie. C'est pas une équipe qui me fait vibrer de base, mais entre lui et Mitchkov, il y a de quoi faire. Et vraiment, j'y croyais pas du tout à Philly en playoff. Et bah, il faut reconnaître que depuis son arrivée, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Je crois qu'ils sont invaincus ou alors ils ont fait une défaite en prolongation, mais ils n'ont pas perdu trop de points. Et bah, franchement, 27 tirs en 8 matchs euh, pour un rookie, c'est qu'il a pas peur de prendre des shoots, hein. Ça fait plus de 3 tirs par match. Vraiment à surveiller l'année prochaine. On sait que comme il aura fait que 9 matchs cette saison, il sera éligible au rookie pour l'année prochaine. Je vais mettre une petite pièce sur lui avec aussi Frondel de Chicago, mais petite pièce sur le monsieur, hein. Il m'a l'air vraiment prometteur, donc à voir enfin, dans l'année prochaine. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, hein. Petite info, enfin petite info, non.
On va faire un grand hommage à un grand monsieur qui s'en va. Il a annoncé que c'était son dernier match. Il a joué 25 matchs cette saison. Jonathan Quick, est-ce que c'est le meilleur gardien américain de l'histoire? Je sais pas. Hellbuck a de quoi se défendre après sa performance historique au JO. Mais voilà, l'icône de Los Angeles. Alors là, il est depuis deux trois saisons aux Rangers. Mais quel joueur, Jonathan Quick. Tu- pour moi, c'est l'homme élastique de base, quoi. Vraiment, il a eu un nombre de saves où il fait des arrêts incompréhensibles en faisant grand écart, etc. Pour moi, c'est vraiment ce souvenir-là. C'est pas un gardien qui était immense, mais par contre, l'homme élastique, quoi. Il a vraiment, à son prime, il a été dominant en playoff. Je sais pas si on peut voir les séries. Regardez les stats quand ils vont gagner leurs deux titres là, en 2020, 2011-2012 et 2013-2014. Regardez les stats en playoff quand même. 946 sur 20 matchs. Je sais pas si on peut se rendre compte de ce que c'est quand même. Le monsieur est un monstre. Le monsieur était un monstre à son prime. Et j'ai vu que c'était effectivement le gardien américain avec le plus de victoires dans la ligue. Il en a combien? Il en a 410. Franchement, chapeau. Chapeau, belle carrière. 40 ans pour finir avec la capacité physique qui se mettait à faire des grands écarts à tout va, etc. C'est quand même une belle carrière. Et félicitations à lui. Alors, il finit sur une saison un peu. Voilà, c'est pas la meilleure des saisons pour finir, mais bon, il a été salué par toute l'équipe des Panthers pour son dernier match. Et je pense que c'est sans hésiter un joueur qui va être au Hall of Fame d'ici 3 ans. Je crois que c'est 3 ans avant d'être éligible pour. Voilà, mais à la première candidature, il va être pris au Hall of Fame sans aucun souci. Hein, sans aucun souci. On va faire un petit aparté sur. Euh, J'ai pas dit mon premier bot. Bravo. Mais j'avais même pas vu qu'il y avait un bot. Hein. Vraiment, c'est incroyable. On va faire une petite aparté sur notre texte à nous. On va faire le texte de la semaine. Alex Texier, qui a. C'est paradoxal parce que franchement, j'ai regardé tous les matchs qu'il a fait depuis son retour, donc il en a fait 4 cette semaine. Il a été excellent. Mais genre vraiment, je pense pas qu'on puisse sous-estimer son impact. Il a été vraiment excellent et pourtant il a mis 0 points. Comme quoi le hockey c'est pas forcément juste, ou en tout cas c'est pas représentatif avec les points. Il a été intense, il s'est battu contre Tampa, il a sorti les crocs, alors il joue que 9 minutes à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il passe la moitié de la deuxième en pénalité. Pareil contre New York, il est présent. J'ai vu je sais plus si c'était un réel ou une analyse qui disait en fait Texier il peut jouer sur la 1, sur la 2, sur la 3, sur la 4. Quand il joue comme ça, il est offensivement bon, défensivement bon. Euh, il lève la tête. Là, il sort un peu des coups d'épaule en plus. Il a mis vraiment des bonnes charges et tout. Euh, c'est vraiment fun de le voir jouer. Je trouve qu'il aurait mérité un peu plus de points sur sa saison parce que il a eu deux trois énormes occasions contre New York et bon, Sorokin fait des arrêts de dingue. Mais il a été très bon, encore une fois. Il a donné par contre la victoire, c'est vrai, contre Columbus en tir de pénalité, enfin au péno. Pareil, encore une fois, tu sens que le gardien sait pas à quoi s'attendre et il met un bon tir du poignet pleine lucarne. Honnêtement, il a tout pour plaire. J'espère qu'il va connaître des bons playoffs. En vrai, il faut juste qu'il soit pas blessé et il connaîtra une carrière qui sera vraiment intéressante à Montréal. J'ai aucun doute là-dessus. Il va jouer deux, troisième bloc et ça va être top pour lui. Et je le vois bien faire une saison de 40 points l'année prochaine. Il faut juste qu'il reste en santé. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa de le voir revenir cette semaine. Et il a vraiment. Ah, c'était contre Tampa? Ouais, j'ai mélangé. Oui, contre Columbus, ils leur mettent une grosse pelletée. Euh, mais ouais, c'était vraiment cool de le voir jouer à ce niveau-là. Bah voilà, on a fini pour les news de la semaine. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, à la remise des trophées de la rédaction. Alors la rédaction étant, euh, étant comment dire, limitée à deux personnes. J'espère qu'il ne sera pas contre moi sur les choix que j'ai pris. Mais voilà, on va faire les trophées de la saison.
Up to LaFontaine, he gets tripped up, gets it to May, and over the line. Here's May going in on goal. He shoots. He scores! Mayday! 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 Les trophées de la saison, oui, je pense qu'il y a des choses à dire, hein. On va essayer de résumer tout ça. On vous a fait une petite fiche résumée sur la droite, mais on va y revenir au fur et à mesure. Euh, je pense qu'il y a des trophées qui sont évidents, il y en a d'autres un peu moins. Mais dans l'idée, c'est pour. Voilà, il y a des trophées qu'on a créés aussi pour récompenser certains joueurs. Je pense qu'il y en a, on est obligé d'en parler et on ne pouvait pas ne pas en parler sur une saison comme celle qu'on a connue. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble, mais avant tout, on va commencer, je pense, par le trophée de MVP. Euh, donc, comment moi j'ai choisi le trophée de MVP, bah, c'est assez simple, hein. J'ai regardé, alors les stats avancées, mais j'ai aussi regardé l'impression. Et pour moi, les résultats individuels sont quand même très importants par rapport à est-ce que ton équipe gagne, est-ce que ton équipe gagne pas, et ça explique aussi certains trophées, en tout cas pourquoi moi je les ai choisis comme ça. Le MVP de la saison, pour moi en tout cas, et ça devrait être évident, c'est Nathan McKinnon. Il fait une saison, on va le voir ensemble, mais dantesque. Euh, il est à 79 matchs, je crois qu'il a raté un match dans la saison, 126 points, et puis surtout plus 55. Arrêtons-nous sur ce plus 55, c'est bien sûr le leader de la ligue. Euh, il a été exceptionnel. Alors, malheureusement pour lui, il rate peut-être le but qui va le hanter pendant des années sur la finale des JO où il rate cette cage ouverte, qui est quand même son spot en plus en power play. Mais il a fait une saison exceptionnelle. Il est dominant offensivement. Défensivement, il se défend plus que bien. Alors après, c'est sûr que c'est plus simple de gagner dans une équipe où on est dominant sur tout un tas de statistiques. Mais il faut quand même se rappeler que, alors je sais plus si c'est encore le cas, mais Colorado très longtemps ça a été la meilleure attaque et la meilleure défense de la ligue. Et pour moi ça ne paraît pas choquant de nommer le MVP étant le meilleur joueur de Colorado, qu'il soit récompensé. C'est pas lui qui a mis le plus de points, hein. Je sais que Kucherov et McDavid ont mis peut-être un peu plus de points, 5-6 points de plus. Mais ce plus 55 là pour moi fait la différence. Il joue 22 minutes par match. Voilà, il met une quarantaine de minutes de pénalité, il met 30 points en power play. C'est pas tant que ça, hein. 30 points en power play sur 126, ça prouve que quand même à 55, le mec est dominant, quoi. Alors on le sait, hein, avec son patin, avec sa vision du jeu, il est capable de tout faire, il a aussi un très bon lancer. Mais vraiment cette année, voilà, Colorado doit aller au bout. Je sais pas s'ils vont gagner parce qu'on sait que le président, enfin les gagnants du trophée du président vont pas forcément au bout, mais il a tout pour réussir. Il a des coéquipiers très forts. Ils ont bien bougé à la date limite des transactions Colorado avec l'arrivée de Kadri. Euh, En vrai, il y a tout pour plaire. Donc MVP évident, je lui souhaite d'avoir plus que le MVP et de gagner sa deuxième Stanley. Pour le défenseur de l'année, bah, je suis allé sur peut-être un hot take un peu. Je sais que probablement le joueur qui va être nommé, ça va être Kyle McCarr, le coéquipier de, de McKinnon. Mais vraiment, Werenski, il a fait une saison exceptionnelle. Qu'est-ce que j'appelle saison exceptionnelle? Bah, on va le voir ensemble. Mais il a 81 points en 74 matchs joués. Je rappelle que c'est quand même un défenseur. Alors il y en a d'autres, hein. Bouchard a aussi plus d'un point par match. Makar y a aussi. Hudson doit pas être très loin avec 70 points et quelques en 80 matchs. Mais surtout, ce que je trouve exceptionnel, c'est que c'est lui le quarterback, enfin le leader offensif de son équipe, et de très loin. De mémoire, il a quasiment 30 points d'avance sur le deuxième qui doit être Marchenko. Euh, Vraiment, c'est dominant. Regardez, il a joué 30 minutes sur ce match contre Boston. 30 minutes. Le match n'est pas allé en prolong, hein. Donc ça veut dire que le gars a joué la moitié du temps. Facile, easy. Aucun problème pour jouer 30 minutes par match.
Très sous-coté, je pense que le fait qu'il soit à Columbus, ça l'aide pas au niveau de l'exposition. Il sort d'une saison de 82 points, il va en faire une de 81. Il a encore un ou deux matchs, donc il peut encore scorer, mais je pense que Columbus va peut-être le mettre au frais pour le dernier match parce qu'il joue plus grand-chose. Euh, c'est exceptionnel. Vraiment, chapeau l'artiste. Alors, ils vont rater les... Ils ratent les séries? Je sais plus, j'ai un doute. Euh, Ah, ils ont raté les séries, effectivement. J'avais un doute avec les Flyers. Euh, il- il- Vraiment, il a été exceptionnel dans son leadership et dans le fait de dominer à tel point, enfin un tel écart. Il n'y a qu'un seul autre joueur qui a autant d'écart avec le deuxième pointeur et on en parlera plus tard. Euh, Moi, je trouve que ça serait bien de le récompenser. Alors, il va pas en série et je pense que c'est vraiment le seul point qui peut le pénaliser. Mais en vrai, sur l'année, il a été dominant et on l'a vu. Euh, on l'a vu. Ah oui, c'est vrai aussi pour ces deux joueurs et notamment pour McKinnon. 48% des buts. Il participe à 48% des buts où il est. Des buts de l'équipe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais c'est complètement dingue hein, d'avoir des joueurs qui sont capables de faire autant. Euh, donc voilà, McKinnon pour le MVP, meilleur défenseur Werenski. Je pense en vrai que ça sera Makar, mais en tout cas, moi je le donne à Werenski. Pour le rookie de l'année, ben, il y avait 4 joueurs. Il y avait 4 joueurs. À mon sens, il y avait Matthew Sheffer, les deux Montréalais avec Dobesch, le gardien, et Demidov en attaque, et puis Brett Seneke qui est l'attaquant de Anaheim qui a mis 40 buts dès sa première saison, ce qui est quand même exceptionnel, il faut le souligner. Mais on peut pas ne pas donner le trophée à Schaeffer. Il a fait une saison exceptionnelle. Il a vraiment une différence par rapport aux autres, c'est que en plus d'être un défenseur qui lève la tête tout le temps et qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, il a un lancer. Alors là, autant où Hudson et Makar sont peut-être des joueurs qui jouent majoritairement sur leur vitesse et autres, euh, j'ai rarement vu un défenseur, bah, il a battu le record de nombre de buts pour un défenseur, mais il a un lancer qui est incroyable. Alors pas forcément en slap shot, hein, mais il a un lancer qui part à une vitesse, enfin il déclenche très rapidement et une puissance et une précision. Bah, voilà, il a mis 23 buts pour un rookie défenseur, c'est assez fou, hein, alors il joue 24 minutes, il prend de la place, hein, mais vraiment pour moi c'est exceptionnel en termes de réalisation pour un rookie. Alors, il a été choisi premier, mais on comprend mieux pourquoi il a été choisi premier, entre guillemets, quand on a ce type de résultat. On va essayer d'aller voir du coup les stats pour les gardiens maintenant cette fois. Pour les gardiens, moi j'ai choisi de nommer Vasilevski. On va voir ça ensemble, mais pour moi Vasilevski c'est le choix évident. Il a un nombre de victoires important, hein, il est à 40 victoires, enfin il sera peut-être à 40 victoires s'il joue le dernier match. Mais surtout, il a des stats de buts encaissés qui sont vraiment pas élevés. Alors Wedgwood a aussi la possibilité de... Voilà, mais il a commencé en tant que gardien remplaçant, il est maintenant titulaire, il est dans une très bonne équipe. Moi, vraiment, ce que je retiens de Vasilevski, c'est qu'ils ont eu une saison pas simple, hein. Ils ont eu des blessures, ils ont eu des absents. Il a connu une dernière saison qui était un peu plus timorée, on va dire. Mais on connaît la qualité de ce gardien-là. Et vraiment, pour le coup, il a des statistiques exceptionnelles. Donc moi, je prends Vasilevski au-dessus de Wedgwood, qui a un peu moins joué, qui n'était pas titulaire au début de la saison et qui joue, je pense, avec une meilleure équipe. Donc pour moi, voilà, Vasilevski mérite le trophée de meilleur gardien. On passe au coach de l'année. Bah, un coach de l'année, je le donne à Saint-Louis. C'est assez simple. Ça fait 2 ans de suite qu'il qualifie la plus jeune équipe de l'histoire de la Ligue en playoff. Pour moi, ça s'arrête là. C'est un super coach. On voit le développement des joueurs. Caulfield, Demidov, il les prend souvent pendant l'entraînement. Il leur donne des conseils sur le placement, sur le shot. Vraiment, c'est impressionnant ce qu'il est capable de tirer de ces jeunes. Je pense qu'il y a un projet à long terme en plus avec lui. Il est apprécié des médias. Il a pour lui d'avoir ce côté légendaire d'un joueur québécois. Donc on lui fiche la paix, je pense, un peu plus qu'un entraîneur qui serait anglophone historiquement de base. Bon, alors il n'y en a pas eu beaucoup parce que les derniers, c'était Terrien, Bergevin, Terrien,
Claude Julien et Martin Saint-Louis. Il fait du vraiment très bon boulot. Alors, c'est toujours la même chose. Maintenant, en série, s'ils sont sortis 4-0 par Tampa, la saison sera peut-être pas aussi bien que ça. Mais en tout cas, en saison régulière, l'équipe a vraiment progressé. Elle est pas loin de gagner sa division. Alors, elle la gagnera pas, mais elle est vraiment pas loin. Et on sent qu'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité sur les prochaines années. Donc, pour moi, il mérite d'être récompensé à ce titre-là cette saison. Euh, Alors là, c'est un peu je dirais pas mon chouchou statistique, mais je pense que il n'y a pas grand monde qui en parle. Et c'est vraiment, j'ai envie de parler de ce joueur-là parce que je pense qu'il mérite plus que ce qu'il reçoit comme crédit. Alors, c'est un joueur qui joue une vingtaine de minutes par match pour un défenseur. C'est un troisième ou un 2,5, on va dire, défenseur dans son équipe. C'est John Marino à Utah. Moi, surtout, pourquoi je veux en parler, c'est que il joue pas une minute en power play. Il joue en infériorité. Il fait des mises en échec. Il est propre. Il prend pas énormément de pénalités. Il a pris 16 minutes sur l'année pour un défenseur plutôt défensif ou en tout cas two-way. C'est quand même énorme de prendre aussi peu de pénalités. Il a joué 78 matchs. Franchement, John Marino, c'est le mec que tu vas avoir dans ton équipe. C'est pas le mec que tu vas signer à 9-10 millions de dollars, mais c'est le mec dans ton équipe qui est essentiel. Là, demain, vous enlevez Marino en premier tour des playoffs, Utah, ils prennent 4-0. Mais j'insiste, hein. Ce genre de mec permet en fait à tout le monde d'être dans sa bonne chaise, entre guillemets, d'avoir des joueurs qui se lâchent un peu plus, parce que tu sais que ce mec-là, il va toujours être présent, il va toujours faire le taf. Plus 39. Vraiment, il est à plus 39. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est que plus 39 en termes de plus-minus pour un joueur qui n'est pas à vocation offensive et qui joue pas forcément sur un premier bloc hein, de défenseur. Donc vraiment, c'est le joueur sous le radar pour moi de la saison. Il y en a un deuxième avec Gigi Moser, le défenseur suisse de Tampa, qui a plus 41 aussi, mais qui a mis un peu moins de points, qui a mis 7-8 points de moins que Moser, que Marino, pardon. Euh, mais meilleure équipe, et du coup, je pense que c'est plus facile d'avoir un rôle défensif dans une meilleure équipe. Là, clairement, le John Marino, 30 ans, il est parfait pour. En fait, ce type de joueur, ça prouve que tous les joueurs de NHL ont un niveau qui est là, mais placé dans la bonne chaise, le mec, il peut être là. Et vraiment, je trouve que c'est la preuve qu'il ne faut pas, sur un joueur qui a 23 ans, 24 ans et qui finalement n'arrive pas à percer parce qu'il ne met pas un point par match, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, lui proposer des choses. Texier, par exemple, je pense que c'est un joueur qui peut mettre 40, 45, 50 points s'il est dans la bonne chaise. Et ben Marino, c'est pareil. C'est pareil et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais vraiment, c'est un super joueur. Le joueur d'après, bon, bah, il est beaucoup plus connu et je pense que voilà, c'est un petit clin d'œil à la saison de Montréal. Mais Nick Suzuki, 101 points en 81 matchs. Euh, il fait tout bien. Plus 37. Plus d'un point par match. Il est dominant en powerplay. En powerplay, c'est le joueur qui met le plus de points après Draisaitl et McDavid. Euh, Petite stat assez intéressante. Il n'a jamais raté un match en carrière en NHL. On va toucher du bois, hein, parce que voilà, on veut pas que lui porter la poisse. Mais il a littéralement jamais raté un match en NHL. Donc le mec joue depuis 2019 en NHL, pas un match raté. Je trouve ça fou. On a vu que Burns a joué 1000 matchs de suite. Suzuki en est qu'à la moitié. Mais c'est pas le même physique, quoi. Burns, c'est un Golgoth. Suzuki, c'est un physique plutôt lambda. Et il est dominant aussi dans le vestiaire, hein. On a vu pas mal de vidéos tournées de lui. Il est vraiment apprécié par ses collègues. Et si Cole Caulfield, si Slavkovski connaissent des aussi bonnes raisons, c'est aussi notamment par la qualité de ce mec-là qui est capable de tout jouer. On l'a vu même jouer un peu en infériorité numérique. Il a joué pour Team Canada. Il a que 25 ans, il est signé encore pour 4 ans. Vraiment, c'est le leader parfait pour cette équipe de Montréal. Et je pense qu'il va gagner le Selke du meilleur joueur défensif, enfin du meilleur attaquant défensif, entre guillemets. Ou le Bill Masterton, je sais plus, le plus gentleman parce que il n'a pas pris énormément de pénalités et qu'il joue beaucoup.
Mais vraiment, c'est un super joueur et il fallait qu'on le souligne, quoi. Alors. Ah oui, depuis 95, aucun Selke, effectivement. Un certain Sergei Fedorov, qui jouait à l'époque à Détroit. Le grand Sergei, euh, dont j'ai eu la chance de voir une partie de l'équipement au Hall of Fame de Toronto. Je conseille d'ailleurs, si jamais vous êtes de passage à Toronto, allez voir le Hall of Fame, c'est vraiment trop trop bien. Derrière, on a. Alors, derrière, c'est vraiment. Bon, je pense que des gens en ont parlé déjà. Je pense pas être le seul à l'avoir souligné parce que vu sa saison, c'est. Mais Darren Radish, c'est la même chose que John Merino. C'est dans la bonne chaise, un joueur de hockey de ce niveau-là, de ce talent-là. Il faut savoir qu'ils sont vraiment tous en NHL. Il n'y a pas un joueur qui est mauvais, hein. Eh ben, Darren Radish, je sais pas si vous avez vu, mais il est à 70 points en 72 matchs. Je vous rappelle qu'il est défenseur, hein. 70 points en 72 matchs, plus 22. Encore une fois, on est d'accord. On joue avec Kucherov, c'est tout de suite plus facile de jouer avec Tampa que de jouer avec Vancouver. C'est c'est net et clair. Clair et net, pardon. Mais regardez, ce mec-là, il a 4 ans d'expérience dans la ligue. Il jouait en AHL. Alors en AHL, il a tourné à un point par match sur 2022-2023. Mais il a 30 ans, hein. Il a explosé à 26 ans. À 26 ans, le mec est pas drafté. Il joue avec Tampa. Tampa, c'est des spécialistes, hein. Yannick Gourde, tout ça, pas drafté. Saint-Louis, pas drafté. On sait que c'est leur spécialité. Mais regardez ça. Alors, il a profité du fait que Edman connaisse une saison un peu compliquée, il est absent de l'équipe là pour l'instant pour des raisons personnelles. On n'en sait pas plus. Mais plus 22, 70 points. Je sais pas quoi dire. Honnêtement, vous m'aurez parlé de Radish l'année dernière. J'aurais dit oui, bah, c'est un bon un bon quatrième défenseur. Mais là, les stats sont incroyables. 22 buts pour un défenseur. C'est vraiment impressionnant. Et ça prouve que, encore une fois, il ne faut pas, entre guillemets, laisser tomber un joueur parce que bah, il aurait telle ou telle difficulté avant ses 25 ans et du coup, il serait pas au niveau pour la NHL. Ça peut arriver. Et là, quand même, c'est la preuve qu'on peut exploser même à 30 ans, quoi. Et vraiment, chapeau. Félicitations à lui et félicitations à Tampa, encore une fois, hein. Ils arrivent à trouver des joueurs à chaque fois, c'est complètement fou, quoi. Euh, Là, j'ai voulu récompenser un joueur. Bon, on en a beaucoup parlé. Voilà, il a fait les JO exceptionnels. Ouais, je pense que c'est la nouvelle. Je pense que c'est la nouvelle star de la NHL. Pour moi, il a un jeu à la Crosby. C'est lui qui va dominer la ligue d'ici 3 4 ans. Il aura un MVP, sauf blessure, hein. Mais ce qu'il a fait avec San Jose, faut quand même se rappeler que San Jose l'année dernière, c'est quasiment la dernière équipe de la NHL. Et là, il les emmène. Bon, ils vont pas en série, mais ils arrivent pas loin, quoi. Ils sont à 3 points. Ok, dans une division catastrophique, on en a déjà parlé de la division Pacifique, mais 112 points en 80 matchs, sachant que le deuxième, je crois qu'il est à 60 ou 55 points à San Jose, c'est Smith. Le mec joue tout seul, en fait, hein. Globalement. Voilà. Globalement, tu le mets sur la glace et puis tu lui dis, vas-y, bah, fais ce que tu peux, quoi. Donc je pense qu'il y a des jeunes qui arrivent, ils vont se développer au fur et à mesure. Mais Vancouver, là, il faut qu'ils arrêtent, hein, entre Bédard et Celebrini, ils ont 1 an d'écart, mais ils viennent tous les deux de Vancouver. On tient probablement les deux futures stars de la NHL. Enfin, futurs non, parce que c'est déjà les stars de la NHL. Euh, voilà, il est passé de moins 31 à plus 9. Ça prouve que le gamin s'est responsabilisé en plus. Saison exceptionnelle. Pour moi, c'est Crosby 2.0. Il se place bien, il patine bien, il est solide dans les contacts, il est toujours bien placé. Il a un sale shoot, hein, il a 44 buts, ça prouve quand même que le monsieur s'est tiré. Voilà, fallait en parler. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, mais il fallait en parler. C'est pour moi la plus grosse progression. Il a gagné combien de points 50 points entre 2 saisons. Bon, voilà quoi. C'est une super saison et bravo à San Jose d'avoir une pépite comme ça qui attire les foules, hein. Alors on va passer sur quelque chose d'un peu moins drôle. J'aime pas trop tirer sur l'ambulance. C'est des joueurs qui ont connu des saisons difficiles, mais bon, ça fait aussi partie un petit peu du job, entre guillemets, d'en parler. J'ai mis 3 joueurs parce que je voulais pas non plus m'attarder trop sur un joueur en tirant dessus et en parlant 10 minutes du fait qu'ils ont mal joué.
Bon, Darnell Nurse, il a pas 20 points, il touche 9 millions et demi par an dans une équipe dont on sait que le cap salarial est quand même très compressé avec Draisaitl et McDavid. Quand on voit que Bouchard met 80 points à côté, bon, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui. Je pense qu'il est en l'état pas tradable parce que personne n'en veut à ce salaire-là. Voilà, pas plus à dire. J'espère qu'il va connaître de bonnes séries et qu'il va faire parler son expérience en série. Il a quand même 2 finales de Stanley maintenant sous le coude, donc à voir mes déceptions sur la saison. Calgary avec Huberdeau, voilà, quand on voit ce qu'a réalisé Kachek avec Florida, lui qui a été changé contre Huberdeau à l'époque, il touche 9 millions, je crois, un truc comme ça, et il a mis 25 points en 50 matchs, quoi. C'est un joueur offensif qui score pas, donc clairement, c'est pas une bonne saison, et Peterson, c'est le même principe, hein. Après, Peterson, je serais un peu plus nuancé, il joue avec une équipe qui a pas trouvé la faille, et c'est un playmaker, donc s'il y a personne qui met au fond, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir des points, quoi. On va dire ça plus comme ça. Mais pour moi, c'est les trois grosses déceptions individuelles. La meilleure équipe de la saison, vous l'avez vu, on en a déjà parlé, c'est Colorado, hein, meilleure attaque, meilleure défense. La meilleure progression pour moi, c'est Montréal. Ils se sont qualifiés à l'arrache l'année dernière. Cette année, ils ont quand même été tout le long en série. Donc, bon, moins de. Voilà, c'est quand même une très belle progression pour eux. On aurait pu aussi citer les Bruins. Mais les Bruins, pour moi, c'est une surprise et je pense pas que ça va se répercuter l'année prochaine. Les Bruins étaient avant-dernier l'année dernière et là, ils se sont qualifiés assez facilement en série. Les Ducks aussi, très mauvaise équipe la saison passée. Là, ils ont fait un step en avant. Ils ont vraiment 6-7 bons joueurs pour l'avenir. Et donc, ça, à voir ce que ça va donner. Pour la déception en termes d'équipe, on en a plusieurs, hein, mais bon, les Panthers, c'est la première fois depuis, je crois, 35 ou 40 ans qu'une équipe qui est gagnante de la Coupe Stanley, et la même double gagnante, ne se qualifie pas en série. Alors, ils ont quand même des circonstances atténuantes, hein. Plus de 500 matchs de blessures, enfin, c'est quand même énorme. Barkov, le capitaine, qui rate la saison entière en se blessant, je crois, 3 semaines avant le début de la saison. Tkachuk qui a raté la moitié de la saison. Bon, voilà, Bobrovski qui a raté aussi une cinquantaine de matchs. Ça fait quand même beaucoup, on va dire, quand t'as ta première ligne quasiment qui est out. Marchand a raté aussi une quarantaine de matchs. Ça fait trop. Ça fait trop. C'est même pas de leur faute, entre guillemets. Ils font pas une horrible saison, ils finissent pas si loin. Mais ça fait trop pour espérer aller en série. Et clairement, pour moi, c'est la déception de la saison. Mais je suis pas inquiet sur le fait que l'année prochaine, avec une équipe en santé, ils seront dans la course aux séries sans trop de soucis. Puis la pire équipe, on va quand même revenir sur le classement parce que je pense que ça mérite un petit peu de s'apesantir là-dessus parce que euh, j'ai pas souvenance. Alors, s'il y a eu des équipes catastrophiques, mais vraiment, Vancouver, moins 96. J'ai vu que Brock Bozer était à moins 45. Moins 45 pour Brock Bozer. Heureusement qu'il a fait les JO, lui, hein. Non, il a pas fait les JO, c'est Horvat. Je mélange toujours les deux. Mais moins 96. Alors, j'ai vu que offensivement, il jouait pas si mal, juste rien ne rentrait. Bon, pourquoi pas, on verra l'année prochaine. Euh, mais c'est dur, hein. C'est dur, hein. Si vous doublez les points, ils sont quand même pas en tête de la NHL. C'est. Bon, 14 points de retard. J'espère qu'ils auront un bon pic, hein. À la prochaine draft, ils sont les favoris du coup pour récupérer un bon pic. Il y a 2-3 bons joueurs. Euh, Mais ça pique les yeux, hein. On a déjà parlé lors de l'épisode sur la division Pacifique, mais ouah, ça, ça secoue quoi, dirons-nous. Les pauvres supporters de Vancouver. En plus, on sait qu'ils sont passionnés, qu'ils sont à fond derrière leur équipe. Voilà quoi, c'est. Ah, bonne nuit Davouz. J'avais pas vu que tu partais sur 10. Euh, mais franchement, ouais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots sur Vancouver. Vraiment, c'est dur à voir et bon, j'espère que ça va se résoudre l'année prochaine pour eux.
Euh, mais je sais pas si j'y crois ou pas. Ils ont des bons joueurs, mais cette année, rien n'allait, quoi. Rien n'allait. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour des trophées de la saison. Dites-moi en commentaire sur YouTube ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me permet toujours de m'améliorer. N'hésitez pas à liker aussi les vidéos, ça permet de nous faire connaître de plus de gens. Et puis voilà, on va probablement, faut que je vois avec Jus, mais on va probablement faire une émission dimanche ou samedi, je sais pas comment il est dispo, mais sur les brackets, on va essayer de faire une petite heure sur nos prévisions. Puis on va essayer d'en débattre un petit peu. Je pense que ça serait cool d'avoir deux visions. On n'a pas toujours les mêmes visions, lui et moi. Je pense que ça peut vraiment apporter du grain à moudre, entre guillemets, surtout avec nos brackets différents. Profitez bien de la dernière semaine de saison régulière. Et ouais, c'est déjà la fin, ça a commencé il y a maintenant 6 mois. Ça passe vite quand on s'amuse, mais profitez bien de ces derniers matchs-là. Et puis on va s'amuser, je pense, vraiment en playoff. Il y a des séries qui vont promettre. Tampa, Montréal, Pittsburgh, Philadelphie, honnêtement, ça va envoyer du lourd. Minnesota, Dallas, on sait que c'est deux équipes dominantes, donc voilà. L'émission de ta braquette est ouverte. Bah écoute, on fera ça, hein. On fera ça dimanche. Dimanche, dans la journée, on fera ça. Merci encore de nous suivre. Merci encore de nous avoir suivis dans ces 4 premiers épisodes. N'hésitez pas à partager en story sur Insta. N'hésitez pas à partager auprès de vos connaissances qui aiment le hockey sur glace. Je vais essayer aussi de lancer en format podcast dans les semaines à venir pour que ça soit éventuellement entendable et écoutable dans la voiture ou autre pour faire passer un bon moment à toutes les personnes qui kiffent la NHL. Merci encore, on se fait des bisous et puis à dimanche. Salut la team!